Cet argent est faux, murmura la fille de la femme de chambre au milliardaire. Et dans ce seul souffle, elle ouvrit une brèche dans un secret assez puissant pour faire tomber des empires. La soirée devait sauver des vies. Une donation d'1 million d'euros à l'hôpital Necker, enfant malade. Un miracle enveloppé de velours et d'applaudissements. Mais dans l'ombre derrière la scène, la jeune Émilie Vance, 12 ans, sentit la vérité lui glisser entre les doigts. « Cet argent est faux », souffla-t-elle. Un murmure capable de briser des réputations, de ruiner le travail de sa mère et de démasquer l'homme le plus puissant de Paris. Sous les paillettes de la charité, quelque chose de pourri s'apprêtait à surgir. Voici l'histoire de la manière dont l'honnêteté d'une enfant révéla le plus grand mensonge d'une fortune et bouleversa toutes les vies qu'elle toucha. La texture de l'argent fut la première chose étrange. Émilie Vance, 12 ans, se tenait dans l'ombre d'un lourd rideau de velours tenant entre ses doigts ce qui devait être un miracle. Mais ses mains lui disaient que c'était un mensonge. La salle de bal du Ritz Paris brillait comme une galaxie de lumière. Des centaines de personnes, vêtues de smoking sombres et de robes étincelantes, remplissaient l'immense pièce. Leurs rires tintaient comme des clochettes. Des serveurs, en veste blanche, empesés, se faufilaient entre les tables en portant des plateaux de champagne ruinards. C'était un monde qu'Émilie ne connaissait qu'à distance. Elle se trouvait derrière la scène, dans l'espace étroit et encombré où régnaient les câbles noirs, les chariots métalliques et les techniciens parlant dans leurs oreillettes. Émilie se tenait près d'une pile de boîtes, pliant soigneusement des serviettes de lin. Ses deux nattes blondes se balançaient doucement à chaque geste précis et entraîné. Elle était là pour aider sa mère. Sa mère Claire Vance passa en coup de vent le visage humide de fatigue et d'inquiétude. Claire était la gouvernante principale, responsable des grands événements de l'hôtel. Ce soir, c'était la nuit la plus importante de l'année, le gala des bienfaiteurs de l'hôpital Necker. « Émilie, tu restes ici », chuchota Claire sans s'arrêter. « Ne touche à rien si on ne te le demande pas. Ne parle à personne. Nous avons la chance d'avoir ce travail. Sois invisible, je t'en prie. » Émilie hocha la tête. « Oui, maman. » Elle connaissait les règles, se taire, être sage, disparaître. Sa mère travaillait dur, plus dur que quiconque elle connaissait. Ce travail payait leur petit appartement et leur nourriture. Jamais Émilie ne ferait quoi que ce soit qui puisse causer des ennuis. À travers une fente du rideau de velours, Émilie aperçut l'homme que tout le monde était venu admirer. Monsieur Armand Pendelion. Il était grand avec une épaisse chevelure argentée. Son sourire éclatant et parfait jaillissait sans cesse sous les flashs des caméras. Armand Pendelion était milliardaire. Il possédait des gratte-ciel, une chaîne de télévision et, comme disait sa mère, probablement la moitié de Paris. Ce soir, il était l'invité d'honneur. Il offrait à l'hôpital un don d'1 million d'euros. Le public l'adorait. Chaque fois que son nom était prononcé, les applaudissements éclataient. Soudain, un homme entra précipitamment des coulisses, un classeur à la main et un regard affolé. C'était M. Harrell, le coordinateur de l'événement connu pour ses éclats de voix. « Où est la donation ?» lança-t-il à une jeune femme munie d'un casque audio. « La présentation est dans 5 minutes. » Ses yeux parcoururent la pénombre et s'arrêtèrent sur Émilie. « Toi, la fille de Claire, ne reste pas plantée là. » Il désigna une grande boîte en acajou verni posée sur un chariot recouvert de velours bordeaux. « C'est la donation de M. Pendelion. La clé est dans la serrure. Ouvre-la. Assure-toi que les billets soient bien disposés pour la photo. Puis pousse-la soigneusement jusqu'à l'entrée de la scène. Ne la laisse pas tomber. Ne la salis pas. Fais en sorte que ce soit parfait. » Le cœur d'Émilie fit un bond.
C'était la tâche la plus importante de la soirée. Monsieur Harel lui faisait confiance. Elle s'approcha du chariot. La boîte était magnifique, d'un bois sombre et profond qui luisait sous la lumière tamisée. Elle sentait le cuir et les vieux livres importants. Elle lui rappela la petite boîte en bois que son grand-père gardait précieusement. Le sergent Michel, Frère Michel, Vance, ancien soldat et vétéran de guerre. Il n'avait jamais eu d'argent, mais cette boîte était son trésor. Elle contenait 2 médailles et une photo jaunie de son unité. L'intégrité, monsieur, c'est la seule chose qu'on ne peut pas te voler, disait-il d'une voix rauque mais bienveillante. C'est ce que tu fais quand personne ne te regarde. Émilie pensait à lui chaque jour. Elle inspira profondément, imaginant son visage franc et solide. Elle accomplirait cette mission parfaitement pour lui et pour sa mère. Ses petits doigts trouvèrent la clé d'argent. Elle la tourna. Le verrou cliqueta doucement. Le couvercle lourd s'ouvrit dans un souffle feutré. À l'intérieur, Émilie retint son souffle, elle n'avait jamais vu autant d'argent. Des liasses parfaitement empilées, serrées chacune, entourées d'une bande de papier. Les billets du dessus portèrent tous le même visage, celui d'Europa sur les 100 €. Des centaines des milliers, 1 million d'euros. Cet argent était destiné à l'hôpital. Il devait permettre d'acheter des machines pour les bébés qui ne pouvaient pas respirer, aider des enfants très malades. C'était un miracle enfermé dans une boîte. Monsieur Harel voulait que tout soit impeccable pour la photo. Une des liasses était légèrement de travers. Émilie tendit la main pour la redresser. Dès que ses doigts effleurèrent le papier, elle se figea. La texture n'était pas la bonne. C'était lisse, trop lisse. Plat comme le papier glacé de l'imprimante couleur de son école. Il n'y avait pas cette sensation légèrement râpeuse, ce craquement net du vrai billet. La main d'Émilie se mit à trembler. Ce n'était pas possible. C'était Monsieur Pandelion. C'était le gala des bienfaiteurs. Elle regarda autour d'elle. Monsieur Harel criait après un serveur de l'autre côté de la salle. Sa mère ajustait une nappe au fond du salon. Personne ne la regardait. C'est ce que tu fais quand personne ne te regarde. La voix de son grand-père résonna dans sa tête. Rapidement, Émilie glissa la main dans la poche de sa simple robe bleue et en sortit un billet de 5 €. Sa mère le lui avait donné le matin même pour l'aider à la lessive. Elle le cacha dans sa paume, le dos tourné à la pièce. Elle baissa les yeux sur son billet usé, puis sur les billets de 100 € brillants dans la boîte. La couleur n'était pas la même. L'encre de l'argent de M. Pandelion semblait trop vive. Le portrait d'Europa paraissait flou pas net, comme le visage de son propre billet. Elle observa encore plus attentivement. Sur son billet de 5 €, la bande de sécurité était bien intégrée dans le papier. Sur les billets de 100 €, elle ressemblait à une simple ligne brillante, imprimée en surface. Un froid terrible envahit son ventre. C'était faux. Tout était faux. Des liasses et des liasses de faux billets. Ce n'était pas un miracle, c'était un mensonge. Elle entendit la voix de l'animateur sur scène. Et maintenant, le moment que nous attendions tous, la directrice de l'hôpital Necker, Dr Éléonore Bisset. Émilie observa à travers le rideau une femme douce aux cheveux gris s'avancer vers le micro. « Merci, merci », dit la docteure d'une voix chaleureuse. « Ce soir, notre grande famille hospitalière est bouleversée. Nous avons 200 enfants sous nos soins. Des enfants comme le petit Léo dans notre service de cardiologie. Léo a besoin d'un nouveau moniteur cardiaque, une machine que cette générosité va nous permettre de... » Sa voix se brisa sous l'émotion. Émilie eut la nausée. Cette machine ne serait jamais achetée. Cet argent n'était que du papier. Que pouvait-elle faire? Elle pensa à sa mère. « Ne fais pas d'histoire, Émilie. Sois invisible.
Si elle disait quelque chose, si elle, une fille de 12 ans, accusait l'homme le plus puissant de Paris, ce ne serait pas seulement des ennuis. Sa mère serait renvoyée. Elle perdrait de leur logement. Mais si elle se taisait, elle revit le visage de Léo. Puis celui de son grand-père, ses yeux pleins de déception. Le courage, ce n'est pas d'être brave, quand c'est facile, ma petite lui avait-il dit un jour. C'est quand tes genoux tremblent et que tu as peur à en mourir. C'est là que ça compte. Ses genoux tremblaient. Elle était terrifiée. Elle referma la boîte. Le couvercle lourd se referma dans un bruit sourd et définitif. Sa décision était prise. Elle posa ses petites mains sur la poignée du chariot de velours et commença à le pousser vers l'entrée de la scène. Il était lourd, mais ses bras semblaient forts. Monsieur Harel l'aperçut et se précipita vers elle, le visage rouge et couvert de sueur. « Bien, bien, tu n'es pas totalement inutile, siffla-t-il. Donne-moi ça et retourne plier tes serviettes. Les machinistes s'en chargeront. Je dois voir Monsieur Pendelion, dit Émilie. Sa voix n'était qu'un couinement. Monsieur Harel s'arrêta. Il éclata même de rire, un rire court et laid. Tu es sourde, gamine. Il va monter sur scène. Écarte-toi. Il posa la main sur le chariot pour la repousser. Émilie ne bougea pas. Elle posa sa petite main sur le coffret en acajou. Non, dit-elle cette fois, d'une voix douce mais ferme. Je dois le lui remettre moi-même. Le visage de M. Harel vira au rouge sombre, presque violacé. Insolente, petite peste, pour qui te prends-tu? Tu n'es que la fille de la femme de chambre, tu seras renvoyée pour ça, ta mère aussi. Y a-t-il un problème ici? La voix profonde, posée, pleine d'autorité, trancha net les mots furieux de Harel. Armand Pendelion se tenait juste derrière eux. Il ajustait les poignets de son smoking noir impeccable. Les projecteurs de la scène faisaient y briller sa chevelure argentée comme un halo. Les caméras pointaient vers la salle, pas vers lui. Son célèbre sourire éclatant avait disparu. Son visage était froid et impatient. Monsieur Harel se mit à balbutier « Monsieur Pendelion, monsieur, je suis tellement désolé. Cette fille, elle n'est que du personnel. Elle est confuse, elle ne veut pas lâcher la donation. » Monsieur Harel parlait d'une voix tremblante. Armand Pendelion baissa les yeux vers Émilie. Ses prunelles avaient la couleur d'un lac gelé. Elle n'était pas bienveillante. « Qu'est-ce que c'est, enfant ?» demanda-t-il d'une voix lasse, comme s'il s'adressait à une tache de poussière sur son smoking. « Je suis très occupé. » Le cœur d'Émilie battait si fort qu'il semblait vouloir s'échapper de sa poitrine. Elle sentait la respiration furieuse de M. Harel à côté d'elle, et au loin la voix de la docteure Bisset qui achevait son discours. La fillette leva les yeux vers l'homme le plus riche et le plus puissant de Paris. Elle se pencha légèrement pour que seul lui et Harel puissent l'entendre. « Monsieur Pendelion, » murmura-t-elle d'une voix tremblante mais claire. « Cet argent, celui qui est dans la boîte ?» Elle inspira une dernière fois les épaules secouées. « Cet argent est faux. » Pendant une seconde, figé, le monde s'arrêta. La voix du présentateur, le tintement des verres, la musique lointaine s'effacèrent. Il ne resta plus que l'envers de la scène vaste et silencieux, l'odeur de poussière et de câbles électriques, et les deux hommes les plus puissants de la soirée, fixant une fillette de 12 ans. Le visage de M. Harel, auparavant écarlate, vira au blanc maladif. « Quoi, qu'est-ce que tu as dit ?» chuchota-t-il. Ce murmure était plus terrifiant qu'un cri. Armand Pendelion ne bougea pas. Il se contenta d'observer Émilie. Son regard n'était pas en colère. Il était acéré, celui d'un homme qui écoute un rapport de marché et analyse des données. Le corps d'Émilie tremblait si fort qu'elle sentait ses dents claquer. Elle pensa qu'elle allait s'évanouir.
Elle pensa à sa mère seule au travail et à la manière dont ce moment pouvait tout détruire. « Tu es folle !» balbutia enfin Harel. Il fit un pas vers elle, la main levée, comme pour la saisir. « Tu vas présenter tes excuses à M. Pendelion tout de suite. Tu vas t'excuser pour ces insanités. Stop. Un seul mot, prononcé sans élever la voix. » Mais la puissance tranquille d'Armand Pendelion glaça tout mouvement. Harel se figea les mains suspendues dans l'air. Pendelion abaissa lentement son regard vers le coffret en acajou poli, celui qui contenait un mensonge d'1 million d'euros. Il ne l'ouvrit pas. Il se contenta de regarder à nouveau Émilie. Sa voix, lorsqu'il parla, était basse, glaciale, et d'une gravité mortelle. « Comment le sais-tu » Harel laissa échapper un son étranglé. « Monsieur, s'il vous plaît, ce n'est qu'une enfant. La fille d'une employée. Elle ment. Elle veut attirer l'attention. » « Elle ne semble pas vouloir de l'attention, » répliqua Pendelion, sans détourner les yeux d'Émilie. « Elle a l'air terrorisée, et les gens terrifiés disent souvent la vérité. » Il s'accroupit, un geste simple mais stupéfiant. Le milliardaire en smoking à 10 000 euros se retrouva soudain à son niveau. Ce n'était plus un géant, c'était juste un homme aux cheveux d'argent et aux yeux très vieux, très fatigués. « Comment ?» répéta-t-il doucement. « Comment sais-tu » La gorge d'Émilie était sèche. Elle pensa à son grand-père. « Courage, monsieur, quand tes genoux tremblent. »« Le papier, monsieur, il est faux. Il est mauvais. »« Mauvais comment ?»« Il est lisse comme le papier d'imprimante à l'école. Il ne craque pas. » Le visage de Pendelion resta impassible, impossible à lire. « Elle dit que le papier ne se sent pas comme il faut, » murmura-t-il pour lui-même. La voix d'Émilie tremblait, mais elle continua. « La bande de sécurité, la petite ligne bleue. » Elle chercha dans sa poche et sortit son billet froissé de 5 euros. Sa main tremblait si fort qu'elle pouvait à peine le tenir. « Sur celui-ci, la bande est à l'intérieur du papier, vous pouvez la voir en transparence. Mais sur les vôtres, ceux de la boîte, elle est juste brillante, imprimée au-dessus. » Elle montra la boîte. « J'ai regardé. C'est faux. » Monsieur Harel paraissait prêt à défaillir. « Monsieur, c'est une perte de temps, le gars-là. » Pendelion l'ignora. Il observa le petit billet usé d'Émilie, puis ses yeux honnêtes, effrayés, pleins de larmes. Il se redressa. De la poche de son pantalon, il sortit une élégante pince à billets noirs. Il en tira un seul billet de 100 euros parfaitement authentique. Il le tint entre ses doigts, puis de l'autre main, posa la paume sur le couvercle du coffret. Il ne demanda pas la clé. « Monsieur la présentation » balbutia Harel. Armand Pendelion souleva le lourd couvercle. À l'intérieur, l'argent semblait impeccable, un spectacle impressionnant. Il plaça son vrai billet à côté de la première liasse. Pas besoin de toucher ni de comparer. La couleur de son billet différait à peine, le portrait était plus net, la bande de sécurité tissée dans le papier, exactement comme Émilie l'avait décrit. L'argent dans la boîte était faux, chaque liasse. « Mon Dieu !» souffla Harel, livide. C'était comme si l'on allumait une lumière. « Vous n'allez rien faire, monsieur Harel, » dit Armand Pendelion d'une voix soudain légère et joviale, même si ses yeux restaient durs comme la glace. « Vous allez continuer exactement comme prévu. » Émilie le fixa horrifiée. « Monsieur !» balbutia Harel, mais Pendelion, sans l'écouter, pointa vers la scène. « Faites rouler la donation. Nous allons faire la présentation, prendre les photos, remercier la docteure Bisset et... » Il tourna la tête, son sourire toujours figé. « Et vous ne direz pas un seul mot. » Il ne pouvait pas. Il ne voulait pas. Il allait utiliser le faux argent. Il allait mentir à la directrice de l'hôpital.
Il allait mentir à tout le monde. Un froid dégoût monta dans la poitrine d'Émilie. L'intégrité de son grand-père, cet homme, n'en avait aucune. C'était un imposteur. Pendelion se mit en marche vers la scène. « Non, » murmura Émilie. Il s'arrêta, il se retourna. Son sourire avait disparu. « Qu'as-tu dit, enfant? »« Vous ne pouvez pas, » dit-elle d'une voix tremblante, mais où perçait une nouvelle force, celle de son grand-père. « C'est mentir. Ces enfants, la docteure Bisset, elle croit qu'elle aura des machines pour le petit Léo. » Pendelion revint vers elle. Il redevint un géant. « Écoute-moi bien, petite. Cet hôpital recevra son argent. Il aura ses machines. Mais là, dans cette salle, il y a 500 personnes. Il y a les caméras de presse. Si ceci, il tapa du doigt sur le coffret, devient une histoire. Ce ne sera pas l'hôpital, reçoit son don. Ce sera le gala d'Armand Pendelion, est une fraude. Et l'hôpital n'aura que la honte. Tu comprends? » Émilie ne comprenait pas. Cela lui paraissait faux, un horrible compromis. « Ton nom, » exigea-t-il. « Émilie Vance. » « Eh bien, Émilie Vance, tu as deux choix. Tu restes ici, tu te tais pendant 5 minutes, et tu me laisses lui arranger cela. Ou tu fais un scandale, tu détruis cette soirée, et tu fais en sorte que ta mère ne retravaille jamais dans cette ville. » Il jeta un regard à Harel. Pas un mot. Puis à Émilie, « Ne bouge pas d'ici. Quand j'aurai terminé, toi et moi nous parlerons. » Il se retourna. Son sourire reparut aussitôt. Il entra dans la lumière aveuglante de la scène. Les applaudissements éclatèrent comme un tonnerre. « Merci, merci » résonna sa voix dans les haut-parleurs. « Docteur Bisset, quelle merveilleuse soirée !» Émilie resta dans l'ombre, le corps raide. Elle regardait l'homme qu'elle avait voulu aider. Il était un menteur magnifique, chaleureux, drôle, charmant. Il louait le personnel de l'hôpital. Monsieur Harel, toujours livide, faisait signe frénétiquement au machiniste, la boîte. 2 hommes en chemise noire poussèrent le chariot de velours jusqu'au centre de la scène. Ils le placèrent entre Armand Pendelion et la docteure Bisset, dont le visage rayonnait d'émotion. « Monsieur Pendelion, » dit-elle d'une voix brisée, « je n'ai pas de mots. Votre générosité, c'est une bouée de sauvetage. »« Tout le plaisir est pour moi, docteur, » répondit-il avec un sourire éclatant. « Montrons à tout le monde à quoi ressemble un miracle, voulez-vous? » Ensemble, ils ouvrirent la boîte. Les photographes se précipitèrent. Leurs flashs éclataient comme de petites explosions. Flash, flash, flash. Pendelion prit 2 liasses de faux billets, les leva bien haut rayonnants, et en tendit une à la docteure Bisset. Elle la serra contre son cœur, les larmes coulant sur ses joues. Émilie sentit ses propres larmes brûlantes et pleines de colère. Elle faisait partie du mensonge. Il avait utilisé son silence pour tromper cette femme si bonne. Une main se posa sur son bras. Elle sursauta. C'était sa mère. « Émilie, qu'est-ce que tu fais? » Le visage de Claire Vance était marqué d'inquiétude. Elle avait vu sa fille debout seule, fixant la scène pâle comme un fantôme. « Tu as mauvaise mine. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Qu'as-tu fait? » Émilie regarda le visage fatigué et apeuré de sa mère. Puis la scène où Armand Pendelion serrait des mains héros acclamés. Elle était piégée. Elle ne pouvait rien dire à sa mère. Sinon, elle perdrait son emploi. Elle ne pouvait le dire à personne. « Rien, maman, » murmura Émilie d'une voix brisée. « J'ai juste un peu la tête qui tourne. Il fait chaud ici derrière. »« Oh, ma chérie, » dit Claire, la voix soudain plus douce. Elle posa une main fraîche sur le front de sa fille. « Assieds-toi 1 minute, d'accord. Je vais te chercher un peu d'eau. La soirée est presque finie. » Mais Émilie savait que non. Les applaudissements finirent par s'éteindre. Armand Pendelion serra encore quelques mains, salua la foule,
puis quitta la scène. Son sourire s'effaça aussitôt. Son visage devint un masque de fureur glacée. Il ignora ceux qui tentaient de le féliciter. Il ignora M. Harel. Il traversa les coulisses sombres et encombré d'un pas décidé, droit sur Émilie et sa mère. Les yeux de Claire s'écarquillèrent. Instinctivement, elle se plaça devant sa fille. « Monsieur Pendélion, je suis désolé si elle s'est mise dans votre chemin. C'est une bonne enfant. Elle voulait juste... Madame Vance, dit-il en la coupant. Sa voix n'était pas dure, mais elle ne laissait aucune place à la discussion. Votre fille est remarquable. Elle vient de porter à mon attention une affaire très sérieuse. Le visage de Claire perdit toute couleur. Une affaire, monsieur. Oui, une affaire privée. J'ai besoin de lui parler immédiatement. Mais, monsieur, elle n'a que 12 ans. Quoi qu'elle ait fait, je suis sûr qu'elle ne le pensait pas mal. Elle n'a rien fait de mal, répondit Pendélion calmement. Au contraire, elle a tout fait comme il fallait. Et j'ai besoin de son aide. Il jeta un regard par-dessus leurs épaules. Un homme immense, vêtu d'un costume sombre, s'était avancé silencieusement depuis l'ombre. Il portait une oreillette et avait un visage taillé dans la pierre. C'était le commandant Grévès, le chef de la sécurité. Grévès ordonna Pendélion. « Récupérez la boîte sur la scène. La docteur Bisset ne doit pas y toucher. Dites-lui que mon équipe la sécurise pour le transfert. Et amenez-la ici, avec cette jeune fille et sa mère, à la suite présidentielle. Utilisez l'ascenseur privé. »« Monsieur, » murmura Claire en serrant la main d'Émilie, « la suite présidentielle? Je ne comprends pas. » Pendélion la regarda droit dans les yeux. « Madame Vance, votre fille, vient de m'empêcher de commettre la plus grande erreur de ma carrière. Maintenant, venez. Nous avons un problème d'1 million d'euros à résoudre, et je crois que votre fille est la seule dans cet hôtel à savoir comment le faire. L'ascenseur privé n'avait rien à voir avec les monte-charges qu'elles utilisèrent d'habitude. Ceux-là sentaient le produit d'entretien et les restes de repas. Celui-ci était une pièce à part entière. Les murs étaient recouverts de bois sombre et polis, le même que le coffret de la donation. Un petit banc capitonné longeait une paroi. La lumière douce et dorée baignait l'espace dans un silence complet. Fini le brouhaha du gala, la musique, les voix, le cliquetis des verres. Il n'était en plus que 4, s'élevant doucement dans le cœur de l'hôtel. Le commandant Grévès se tenait près des portes tenant la boîte d'acajou d'une seule main, comme si elle ne pesait rien. Ses yeux restaient fixés sur la porte métallique polie. Claire Vance était plaquée contre le mur du fond, serrant la main de sa fille si fort que cela faisait mal. Son souffle était court. Elle jetait de rapides regards à Pendélion, puis au sol, comme si le regarder directement était interdit. Émilie, debout à côté d'elle, observait Pendélion. Il ne regardait personne, ses yeux fixés à son propre reflet, à peine visible dans la porte d'acier. Il ne bougeait pas, mais Émilie sentait l'énergie émanant de lui, comme une machine en marche silencieuse, mais pleine de puissance et de pensée. Il n'était pas en colère. Il calculait. C'était l'attitude d'un homme qui venait de découvrir un serpent dans sa maison et qui décidait de la manière exacte de le tuer. La peur d'Émilie était toujours là, un nœud glacé dans son ventre. Mais sous cette peur, une autre émotion commençait à naître, la curiosité. Il avait menti à tout le monde, mais il lui avait dit à elle qu'elle n'avait rien fait de mal, qu'elle avait tout bien fait. Il avait vu la même fausse monnaie qu'elle, il avait reconnu, ne serait-ce qu'un instant, l'intégrité de son grand-père en elle. Et pourtant, il avait utilisé ce mensonge, souri aux caméras et remis ses faux billets à la docteur Bisset. Pourquoi? L'ascenseur ralentit dans un souffle. Les portes s'ouvrirent. Émilie eut un hoquet d'émerveillement. Ce n'était pas une chambre d'hôtel. C'était un palais dans le ciel.
La suite présidentielle formait une immense pièce dont 2 murs entiers n'étaient que des baies vitrées. Les lumières de Paris scintillaient en contrebas, comme un tapis de diamants jusqu'à l'horizon. Le mobilier moderne et élégant mêlait les tons blancs et gris. Un piano à queue trônait dans un coin, un escalier de verre en spirale dans un autre. Le silence était tel qu'Émilie entendait le souffle discret de l'air qui passait dans les conduits. « Grévès », dit Pendélion. Sa voix n'était plus celle tonitruante qu'on avait entendue sur scène. C'était net, tranchant. Posez la boîte sur la table principale. Faites venir M. Harel ici. Dites-lui de prendre l'escalier de service et de ne parler à personne. Si son téléphone sonne, vous le prenez. Oui, monsieur. Le commandant Grévès posa la boîte sur une longue table en verre, puis se dirigea silencieusement vers un téléphone dans un coin la voix basse et mesurée. Armand Pendélion déboutonna son veston de smoking. Il s'approcha d'un grand bar sombre et se versa un verre d'eau d'une carafe en cristal. Il ne leur en proposa pas. Il se tourna pour les faire face. Claire et Émilie restaient près de l'ascenseur, hésitantes à poser le pied sur l'épais tapis blanc. « Madame Vance, dit-il. » La voix de Claire n'était qu'un souffle. « Asseyez-vous, s'il vous plaît. » Il indiqua du geste un large canapé blanc. « Vous et votre fille, vous n'êtes pas en faute. » Claire se déplaça lentement, s'asseyant sur le bord du coussin, attirant Émilie contre elle. Elle n'avait toujours pas lâché la main de sa fille. Pendélion observa Émilie comme si elle était un casse-tête difficile à résoudre. « Émilie Vance, dit-il. Tu as un grand-père, non? Il a servi dans l'armée. » La tête d'Émilie se leva d'un coup. « Va. Comment pouvait-il savoir? Oui, monsieur. Il était sergent Michel Vance. Frère Michel. Il est décédé. » Pendélion hocha lentement la tête. « Je m'en doutais. J'ai connu un Mike Vance dans ma première entreprise, bien avant tout ça. » Il fit un geste vers la pentouse qui scintillait. C'était un homme bien le seul honnête dans une pièce remplie de voleurs. Il disait « L'intégrité, c'est ce que tu fais quand personne ne te regarde. » Émilie termina la phrase d'une voix douce. Un éclair de surprise traversa le visage de Pendélion, puis une tristesse passagère. « Il te l'a dit, » murmura-t-il en buvant une gorgée d'eau. « Eh bien, Émilie, tu l'as rendu fière ce soir. Tu as plus d'intégrité dans ton petit doigt que tout mon personnel n'en a dans tout son corps. » Claire poussa un petit son incrédule. « Monsieur, je ne comprends pas. » « L'argent ?» Madame Vance dit Pendélion d'une voix grave. L'argent était contrefait. Chaque billet, c'était une contrefaçon professionnelle. Très très bonne. Assez pour tromper quiconque ne regardait pas de près. Assez pour tromper quiconque. Il eut un regard vers Émilie, qui ne le touchait pas avec des mains honnêtes. « Mais qui ?» murmura Claire. « Voilà la question à 1 million d'euros. » répondit Pendélion en commençant à marcher les chaussures silencieuses sur le tapis épais. « Ce n'est pas un vol simple, Madame Vance. C'est une attaque. C'est du sabotage. J'ai des rivaux, des hommes qui aimeraient me voir échouer, des hommes qui se réjouiraient d'un titre demain. La donation d'Armand Pendélion est fausse. Ça ruinerait ma réputation, détruirait le gala de l'hôpital et ferait de moi un ridicule. » Il planta son long doigt pointu vers Émilie. « Ta fille a empêché que cela arrive. Elle est venue me voir. Elle n'est pas allée voir un agent de sécurité. Elle n'a pas crié, elle n'a pas fait de scène. Elle avait peur, mais elle a été courageuse. Elle a apporté le problème à la seule personne capable de le résoudre. « Mais vous l'avez donné sur scène, » dit Émilie en retrouvant peu à peu sa voix. « Vous avez menti à la docteur Bisset. Vous lui avez montré le faux argent. » Pendélion acquiesça le visage sombre. « Oui, je l'ai fait. » Il s'approcha de la fenêtre
et regarda les lumières de la ville. Émilie, dans mon monde, la perception est la réalité. Le fait est que l'hôpital aura son argent. J'écrirai un chèque personnel de 2000 € et il sera livré par un convoi sécurisé de Brinks France au bureau de la Dr Bisset demain matin. Claire poussa un cri étouffé, la main devant la bouche. « C'est le fait », poursuivit Pendelion en se tournant vers eux. Mais la perception, l'histoire, c'est ce qui compte ce soir. Si j'avais interrompu le gala, si j'avais annoncé un retard, si j'avais fait autre chose que ce que j'ai fait, le titre aurait été La donation a disparu ou le gala de Pendelion en chaos. Les caméras tournaient. La foule attendait. Le seul coup que je pouvais jouer était de gérer la main qu'on m'avait donnée. Il s'assit dans un grand fauteuil en face d'eux. Il fallait protéger l'hôpital. Il fallait protéger l'événement. Et il fallait protéger l'enquête. « Enquête ?» demanda Émilie. « Oui. La personne qui a fait cela, celle qui a remplacé ma vraie donation par cette boîte de papier, est encore dans cet hôtel. » Un frisson glacial parcourut l'échine d'Émilie. « Ils sont probablement dans la salle en ce moment même, » dit Pendelion en laissant sa voix baisser, presque un rire contenu, guettant l'appel d'une banque ou de la police, annonçant que l'argent était faux, attendant ma ruine. Puis il se pencha, mais ils n'auront pas cet appel. Pas à cause de toi, Émilie. Personne ne sait. Personne sauf nous. Un coup sec retentit à la porte de service. Le commandant Grivet ouvrit. Monsieur Harel entra titubant. Il transpirait plus que jamais. Sa cravate était desserrée et ses cheveux collés au front. « Monsieur, » haleta-t-il. « Madame Vance, j'ai tenu tout le monde loin de la scène. La boîte elle est clé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. »« Asseyez-vous, monsieur Harel, » ordonna Pendelion. « Et taisez-vous. » Harel s'effondra sur une chaise, regardant Émilie et Claire, avec une confusion pure. « Madame Vance, que font-ils ici ?» demanda-t-il. « Ils sont ici, » répondit Pendelion. « Parce que cette fillette de 12 ans a plus de sens que vous. C'est elle qui a trouvé votre erreur catastrophique. »« Monsieur, je jure que non, » balbutia Harel. « Ferme-la. » La voix de Pendelion claqua comme un coup de fouet. Harel tressaillit et se tut. Pendelion reporta toute son attention sur Émilie. Sa colère avait disparu. Il était concentré. « Émilie, j'ai besoin que tu réfléchisses très très attentivement, du moment où l'on t'a confié la tâche jusqu'à l'instant où tu as ouvert la boîte, qui as-tu vu? » Le cœur d'Émilie battait à tout rompre. C'était une scène digne d'une affaire policière. « J'étais au rideau, » dit-elle d'une voix faible. « Je pliais des serviettes. Et monsieur Harel m'a dit d'aller à la boîte. »« Oui, monsieur. » Il criait. Il a dit « Assure-toi que le contenu soit bien disposé pour la photo. » Les yeux de Pendelion se plissèrent. Il lança un regard à Harel. « C'est vous qui lui avez demandé d'ouvrir la boîte ?» Harel s'affaissa davantage sur sa chaise. « Pour la presse, monsieur, pour que ça soit joli. Je n'y ai pas réfléchi. » « Tu ne réfléchis jamais, » répliqua sec Pendelion. « Continue, Émilie. »« Je suis allée jusqu'au chariot, » dit Émilie en fermant les yeux pour se concentrer. La boîte était là sur le chariot de velours. La clé était dans la serrure. « Y avait-il quelqu'un d'autre près de la boîte ?» demanda Pendelion. « Non, monsieur. Pas à ce moment-là. Il y avait l'équipement son, une pile de caisses noires et des câbles. » « Et tu l'as ouverte? »« Oui, et elle avait l'air bancale. »« Tu veux dire qu'elle avait l'air faux, » corrigea Pendelion. « Non, monsieur. D'abord, ça avait l'air mauvais quand je l'ai vu. Juste un instant. » Pendelion se pencha. « Que veux-tu dire? »« Les liasses, » expliqua Émilie en cherchant ses mots. Elles étaient empilées parfaitement, mais une était de travers dans la couche du dessus. C'est pour ça que j'ai tendu la main pour la remettre. C'est là que j'ai touché.
Pendélion la regarda fixement. Une liasse était de travers. Oui, monsieur, un tout petit peu. Pendélion se leva et s'avança vers le coffret en acajou, posé sur la table en verre. Le commandant Grévès se tint à ses côtés. « Ouvre-la », dit Pendélion. Grévès utilisa la petite clé d'argent. Le couvercle s'ouvrit. Pendélion regarda à l'intérieur sans un mot. Puis très doucement, il poussa du doigt la liasse dans le coin arrière gauche. Elle était lâche. Il la souleva. Sous elle, fixé au revêtement de velours, se trouvait un petit dispositif électronique noir, collé avec du ruban. Une minuscule lumière rouge clignotait. Émilie poussa un cri étouffé. Harel laissa échapper un son, comme s'il s'étouffait. Grévès ne bougea pas, mais ses yeux restèrent rivés sur l'appareil. « Monsieur, » murmura-t-il, « on dirait un traceur GPS et peut-être un micro. » Pendélion fixa l'objet, puis regarda Harel, puis Émilie. « La liasse de travers, » dit-il d'une voix pleine d'une froide compréhension nouvelle. Celui qui a mis ça n'a pas eu le temps de l'aplanir. Il était pressé. Il a été interrompu. Il se tourna vers Émilie. Il a été interrompu par toi. Le sang quitta le visage d'Émilie. La personne qui a fait cela était là quelques instants avant que Harel t'envoie dans la boîte, continua Pendélion. Ils ont échangé ma vraie boîte contre celle-ci. Ils ont planté cet appareil et ont fait une erreur. Ils ont laissé une liasse de travers. Il se tourna vers Harel, d'un ton bas et terrifiant. Qui d'autre avait accès à cette boîte? Personne, couina Harel. Seulement moi et votre assistant personnel, Monsieur Tournier. C'est lui qui a amené la boîte de votre voiture. On l'a mis tous les deux sur le chariot juste avant l'arrivée des invités. Mais, Monsieur Tournier, souffla Pendélion, le visage dur comme du granit. Il est avec vous depuis 20 ans. Ça ne peut pas être lui. Pendélion se redressa sec. Trouvez Tournier tout de suite. Il est parti en disant qu'il ne se sentait pas bien. Il est parti après le cocktail, il est rentré chez lui, balbutia Harel. Il s'enfuit, imbécile, répliqua Pendélion. Puis se tournant vers Grévès, « Faites venir Tournier, confinez l'hôtel, je veux son appartement, sa voiture, ses comptes bancaires, tout. Trouvez-le maintenant. » Grévès hocha la tête, sortit son téléphone et se mit à donner des ordres voix basse et rapide, tandis qu'il se dirigeait vers l'autre côté de la pièce. Pendélion resta immobile au-dessus du coffret ouvert, fixant les faux billets et la petite lumière clignotante. Il resta silencieux pendant une minute entière. Émilie l'observait. Elle voyait les muscles de sa mâchoire se contracter. Il venait d'être trahi par l'homme qui l'accompagnait depuis 20 ans. Puis il fit quelque chose d'inattendu. Il prit une liasse de faux billets, la retourna dans ses mains et rit. Ce n'était pas un rire joyeux, mais un son bref, sec, amer. 20 ans, souffla-t-il pour lui-même. 20 ans, et il devient négligent à cause d'une fillette de 12 ans. Il releva la tête et son regard froid calculateur croisa celui d'Émilie. « Émilie Vance, ta mère a raison. Tu es une bonne enfant. Tu es aussi intelligente, et à partir de maintenant, tu es la seule personne dans cet immeuble en qui je sais que je peux avoir confiance. » Il jeta la liasse de faux billets dans la boîte. « C'est pourquoi, ajouta-t-il, toi et ta mère ne rentrerez pas chez vous. » Claire se leva, la peur revenue. « Monsieur, ne pas rentrer. Mais nous devons. » Madame Vance, l'homme qui a fait ça est un traître. Il connaît Monsieur Harel. Il a sans doute vu votre fille dans les coulisses. Il sait peut-être même que c'est elle qu'on a envoyée à la boîte. Tant que je ne l'ai pas sous la main, vous et votre fille êtes mes seuls témoins. Vous êtes vulnérables. » « Vulnérable » chuchota Claire, le visage blême. « Il veut dire, » dit Émilie d'une voix tremblante, « que nous sommes en danger. »
Exactement, répondit Pindelion. Monsieur Tournier n'est pas un imbécile. C'est un homme très très dangereux, et il vient de perdre 1 million d'euros et tout son avenir. Il sera désespéré. Il se tourna vers Claire. Vous ne serez pas renvoyée, Madame Vance. À partir de demain, vous êtes directrice de l'hôtellerie pour l'ensemble de mes hôtels. Votre salaire est quadruplé. Vous répondrez directement à moi. Claire retomba sur le canapé muette. Et toi, dit-il à Émilie, tu ne retourneras pas dans ton ancienne école. Tu entreras à l'Institut Pendelion, la meilleure école privée d'Île-de-France. Bourse intégrale dès lundi. Émilie le fixa. Le Institut Pendelion. Mais c'est pour les esprits brillants, coupa Pendelion. Et j'ai besoin que tu deviennes encore plus affûté. J'ai besoin de ton regard, celui qui voit ce que les autres manquent, celui qui remarque la liasse de travers dans une boîte de mensonges. Mon grand-père disait toujours « Garde les honnêtes près de toi ». Le tien, le sergent Michel Vance, serait d'accord. Il se tourna vers Grévès qui venait de raccrocher. Alors, le visage de Grévès était fermé. La voiture de Tournier a quitté le garage. Son appartement s'est vide. Il a filé monsieur. Mais on a trouvé quelque chose au vestiaire du personnel caché dans le casier d'Harel. Mon casier, s'étrangla Harel en se redressant. Je n'ai rien. Nous avons trouvé ceci, dit Grévès en levant un petit sachet plastique. C'était un billet froissé de 5 euros. Le visage d'Harel prit un gris que jamais Émilie n'avait vu. Mon casier, ce n'est pas... Je n'ai jamais... Qu'est-ce que c'est? C'est un billet de 5 euros, monsieur Harel, dit Pindelion d'une voix dangereusement calme. Glissez dans la poche de rechange de votre veste, dans votre casier où vous l'avez, semble-t-il, rangé à l'abri. Je ne sais pas de quoi vous parlez, protesta Harel, la panique montant. Ce n'est pas à moi. On veut me piéger. C'est Tournier. Ça ne peut être que lui. Il a la clé de mon casier. Pindelion jeta un regard à Grévès. Celui-ci se contenta de fixer Harel, impassible. Émilie, qui serrait la main de sa mère, ne pouvait détacher les yeux du sachet. Il y avait quelque chose de familier. « Monsieur Pendelion ?» dit-elle d'une petite voix. L'attention de Pendelion se braqua sur elle. Sa colère s'évanouit, remplacée par une concentration aiguë. « Oui, Émilie. Est-ce que je peux voir le billet de 5 euros de plus près? » Grévès regarda Pindelion, qui acquiesça d'un bref signe. Le chef de la sécurité s'approcha et plaça le sachet sous la lumière vive d'une lampe de bureau. Émilie lâcha la main de sa mère et fit un pas. Elle plissa les yeux vers le billet froissé. Il était plié, mais dans l'angle supérieur droit, près du chiffre 5, il y avait un infime point sombre, une tache d'encre. C'était l'encre d'un stylo bleu qui avait fui dans sa poche 2 jours plus tôt. Elle connaissait cette tache. Elle en avait été peinée, craignant que sa mère ne se fâche pour la poche tachée. « Émilie, » dit Claire, la voix tremblante, « c'est mon billet de 5 euros, » chuchota Émilie. Elle montra la marque. « C'est mon argent, celui que maman m'a donné pour la lessive. Regardez la tache d'encre. » La pièce se figea. Claire, Harel et Pindelion la dévisageaient. « Émilie, tu en es certaine ?» demanda Pindelion. « Oui, monsieur. Je l'avais dans ma poche. Je l'ai sorti quand je regardais la boîte pour comparer, pour voir à quoi ressemble un vrai billet. » Les yeux de Pindelion se plissèrent. « Réfléchis, Émilie. À quel moment a-t-il quitté ta possession? » Émilie ferma fort les yeux pour rembobiner l'heure écoulée. « Je l'avais dans la main quand je vous parlais juste avant que vous montiez sur scène, » murmura Émilie en baissant les yeux. « Je tremblais. J'ai dû le faire tomber quand vous êtes parti. Quand maman est arrivée, je l'ai simplement oublié. » Le regard de Pindelion se tourna vers Harel.
Ce n'était pas un regard qui pardonne. Elle l'a fait tomber, dit-il. Le visage de l'organisateur se décomposa soudain. Oui, oui, je l'ai vu, après que le commandant Grévès les a emmenés à l'ascenseur. J'ai vu un billet de 5 € sur le sol. Et vous avez décidé de le mettre dans votre casier, demanda Pendélion. Je ne savais pas quoi faire, sanglota Harel, des larmes de peur et de désespoir coulant sur ses joues. J'étais paniqué. Vous étiez parti. La fille était partie. Le faux argent était sur scène. J'ai cru que c'était une preuve, ou un piège. Je ne comprenais rien. Je l'ai juste ramassé, je l'ai mis dans ma poche. J'étais terrorisé. Je voulais juste que tout ça disparaisse. Son histoire était confuse, désespérée et lâche. Et pourtant, Émilie comprit c'était la vérité. Pendélion poussa un soupir. Il semblait écœuré. « Commandant Grévès, dit-il d'une voix lourde, ce n'est pas un complice, c'est un imbécile. » « Mais, monsieur, répondit Grévès à voix basse, Tournier n'aurait pas agi seul. Il avait besoin d'aide à l'intérieur. Il lui fallait un accès à la salle de bal, quelqu'un pour coordonner l'échange. Non, coupa Pendélion. Il s'est servi de lui. Il se tourna vers Harel, qui pleurait dans ses mains. Monsieur Harel, Tournier vous a bien parlé, n'est-ce pas? Harel leva la tête, le visage défait. Comment le savez-vous? Tournier ne pouvait pas compter sur le hasard, expliqua Pendélion calmement. Il devait avoir un plan. Quelqu'un pour vérifier la boîte, mais quelqu'un de malléable. Quelqu'un qui ne donnerait pas l'alerte. Il s'approcha du responsable d'événements. Il vous a choisi, et vous avez choisi Émilie. Quoi? Balbutia Harel avant d'éclater en sanglots. C'était un test de sécurité, c'est ce qu'il m'a dit. Pendélion et Grévès échangèrent un regard. Monsieur Tournier, il est venu me voir ce matin, expliqua Harel d'une voix précipitée. Il a dit que vous étiez inquiet pour la sécurité du gala. Il a dit que vous vouliez faire un exercice, un test social, il a appelé ça. Il m'a dit que vous alliez placer de faux billets dans la boîte de donation, que le vrai argent était déjà à la banque. Il vous a dit ça, demanda Pendélion la voix plate. Oui, c'est monsieur Tournier. Il vous représente. Je l'ai cru. Il a dit que mon seul travail, c'était de faire vérifier la boîte, par quelqu'un de simple, de bas niveau, ces mots pour voir s'il repérait la supercherie. Il m'a dit que vous donneriez une prime à celui qui la découvrirait. J'étais débordé. La fille Émilie, elle était là debout, sans rien faire. Elle était parfaite, sans importance, je pensais. Je lui ai dit de regarder. Je croyais qu'elle se contenterait de redresser les liasses et de refermer. Je pensais qu'elle raterait le test. Sa voix se brisa. Et quand elle a trouvé, quand elle est venue vous voir, j'ai cru que j'avais tout gâché, que vous alliez me renvoyer pour avoir choisi une fille trop futée. Je ne savais pas que c'était réel. Monsieur Pendélion, je le jure sur la vie de ma mère, je croyais que c'était un test. La confession resta suspendue dans l'air misérable et complète. Pendélion le fixa longuement. Il n'y avait plus de colère, seulement une profonde déception glacée. Monsieur Tournier, dit-il enfin, a été mon assistant pendant 20 ans. Il vous connaissait. Il connaissait votre peur, votre cupidité, votre médiocrité, et il s'en est servi à la perfection. Il se tourna vers son chef de la sécurité. Commandant Grévès, conduisez monsieur Harel au bureau de sécurité. Donnez-lui de l'eau et un garde. Qu'il ne parle à personne. Ce n'est pas un criminel, c'est un témoin et un imbécile. Sortez-le de ma vue. Bien, monsieur. Grévès attrapa Harel par le bras. Monsieur, je vous en prie. Je suis désolé, pleura Harel en se laissant emmener. Je ne savais pas. La porte se referma. Le silence retomba sur le penthouse. Il ne restait plus que Armand Pendélion, Claire et Émilie.
Pindélion s'approcha de la grande baie vitrée et contempla la ville en contrebas. Il paraissait soudain très las, et pour la première fois très vieux. 20 ans, murmura-t-il, plus pour lui-même que pour les autres. Il était comme un fils pour moi. Claire, pétrifiée jusque-là, retrouva sa voix celle d'une mère. « Monsieur Pindélion, dit-elle en se levant, ce monsieur Tournier, vous avez dit qu'il est dangereux, qu'il sait qu'Émilie était celle qui a découvert. Que va-t-il arriver à ma fille? » Pindélion se détourna de la fenêtre. La lassitude avait disparu. Son visage s'était durci. « Ce n'est pas un fils, dit-il d'une voix d'acier. C'est un traître. Et c'est un imbécile, tout comme Harel. »« Un imbécile, demanda Émilie. Mais il a volé 1 million d'euros. »« Il a essayé, répondit Pindélion. Mais il a échoué. Il a échoué parce qu'il est devenu négligent. Il a échoué parce qu'il a sous-estimé les petites gens qu'il méprisait depuis toujours. Il a échoué à cause de toi, Émilie. » Il désigna la boîte en acajou posée sur la table. Ce traceur, ce micro, c'est Tournier qui les a placés là parce qu'il est arrogant. Il ne voulait pas seulement voler l'argent, il voulait regarder, il voulait écouter, il voulait entendre la panique quand on découvrirait les faux billets. Il voulait m'entendre sur scène, humilié. Le sang d'Émilie se glaça. Il écoutait. « Oui, répondit Pindélion calmement. Il écoutait quand le commandant Grevesse et mes hommes ont déplacé la boîte. Il écoutait quand nous avons pris l'ascenseur. Et il écoutait ici même dans cette pièce, quand j'ai dit à ta mère que je donnerais 2 millions d'euros à l'hôpital pour réparer les dégâts. » Claire porta la main à sa bouche. « Il vous a entendu. »« Il m'a entendu, » confirma Pindélion. Et il s'est cru plus malin. À cet instant, Grevesse réapparut dans la pièce. « Monsieur, nous avons un problème. La docteure Bishop est dans la salle de bal. Elle raconte à la presse votre don spontané et extraordinaire de 2 millions d'euros. » Pindélion hocha la tête. « Laisse-moi deviner. » Tournier l'a appelé anonymement. « Confirmé, » répondit Grevesse. « Depuis un téléphone jetable. Il a dit à son assistante que vous aviez été tellement ému par la soirée que vous aviez décidé de doubler votre promesse. Les journalistes se sont enflammés. Votre propre équipe de communication, ne sachant que faire, a confirmé. C'est déjà sur les chaînes d'infos. » Pindélion eut un mince sourire, un sourire terrible. Audacieux, je dois le reconnaître. Il ne se contente pas de voler mon million, il m'oblige à en donner 2 de plus. Il croit me saigner à blanc tout en me forçant à sourire comme un héros. Il utilise ma propre réputation contre moi. « Mais vous allez bien donner les 2 millions, demanda Émilie. Vous l'avez promis. »« Oui, Émilie, répondit Pindélion. Cette partie-là est vraie. Ce que Tournier ignore, c'est que j'allais le faire de toute façon. Les 2 millions sont pour l'hôpital. Mais le million qu'il a volé celui-là est à moi et je vais le récupérer. » Il se tourna vers Grevesse. « Le téléphone jetable, avez-vous pu le localiser? »« Oui, monsieur. Il a émis près d'une antenne à 3 rues d'ici, dans un immeuble d'habitation. »« Il est proche, » conclut Pindélion. « Il nous observe. »« Parfait. Il pense encore être en contrôle. Il croit écouter cette boîte. » Il tapa du doigt sur le couvercle. Mais la plaisanterie, c'est que Grevesse a glissé la boîte dans un sac de confinement dès que nous sommes montés dans l'ascenseur. Il écoute du silence absolu depuis 20 minutes. Il commence à s'inquiéter. Il se demande pourquoi son petit jouet de luxe ne marche plus. Il se demande pourquoi la police ne s'est pas ruée sur l'hôtel. Il se demande ce qui a mal tourné. Pindélion regarda Émilie et son regard calculateur revint. C'est un traître et un voleur. Mais il n'est pas stupide. Il a mon million en liquide. Il doit le déplacer, le blanchir. Il ne peut pas le faire seul. Il avait Harel. Maintenant,
Il n'a plus personne. Il sera désespéré, murmura Claire en serrant Émilie contre elle. Exactement, répondit Pendelion. Et les hommes désespérés font des erreurs. Il en a déjà commis une, il a laissé une liasse de travers. Il n'avait pas prévu la fille de la femme de chambre avec les yeux du sergent Mike Vance. Il posa sur Claire un regard ferme. « Madame Vance, Émilie, vous ne rentrerez pas chez vous ce soir. Vous resterez ici dans cette suite. Le commandant Grievous postera une équipe de 4 hommes devant la porte. Vous serez les 2 personnes les plus en sécurité de toute la ville. » Puis il se pencha vers Émilie. Tournier se croit invisible. Il se pense fantôme. Mais toi, tu l'as vu. Pas son visage, mais son œuvre. Je n'ai vu personne, balbutia Émilie. Tu as vu ces détails, dit Pendelion en tapotant sa tempe. Là, dans ta tête. Tu as vu la liasse de travers, le papier trop lisse la tache d'encre sur un billet de 5 €. Tournier est un homme des détails, et il a commis une erreur. Demain, nous allons le coincer. Et j'aurai besoin de ton aide. De mon aide. Oui, dit Pendelion. Il est dans la nature. Il peut être n'importe où. Mais il a 1 million en espèces. Il doit le sortir de la ville. Il lui faut un nouveau plan, un nouveau complice. Et quand il bougera, j'aurai besoin de quelqu'un capable de repérer le mensonge. Quelqu'un capable de voir le détail de travers dans une pièce parfaite. Il se pencha comme il l'avait fait dans les coulisses. Cette fois, ses yeux n'étaient plus froids. Ils étaient remplis d'un étrange respect ardent. Tournier est intelligent. Mais toi, Émilie Vance, tu es honnête. Et dans mon expérience, l'œil honnête finit toujours par voir la vérité. Il se redressa. Maintenant, repose-toi. Le gala est terminé. Le vrai travail commence demain. Le Pentouse resta silencieux, suspendu au-dessus des sirènes lointaines de la ville. Claire Vance s'assit au bord du grand canapé blanc, son uniforme de travail jurant avec le luxe environnant. Elle était sous le choc. Directrice de l'hôtellerie, murmura Claire, regardant ses mains rouges et rugueuses à force de travail. Pour toute la chaîne, Émilie, je ne sais pas faire ce métier. Je ne fais que plier des serviettes. Tu apprendras, maman, dit Émilie en s'asseyant près d'elle. Tu es la plus travailleuse qu'ils connaissent. Mais tout ça... Claire regarda autour d'elle, la peur revenant. Ce n'est pas notre monde. Nous, on est le personnel. Et cet homme, Monsieur Tournier, il est dehors. Il te connaît, Émilie. Il sait que c'est toi qui l'as démasqué. Émilie serra la main de sa mère. Monsieur Pendelion a dit qu'on était en sécurité. Il a dit que j'avais les yeux du sergent Vance. Claire regarda sa fille, retrouvant dans son regard ce même éclat honnête et tranquille qu'avait son père Iron Mike. « Il serait si fier de toi, » dit-elle d'une voix tremblante, et tellement effrayée. Plus tard, Émilie était allongée dans un lit si grand qu'il ressemblait à un nuage. Elle aurait dû être épuisée, mais le sommeil ne venait pas. Elle revoyait sans cesse la liasse de faux billets un peu de travers. Elle pensait à M. Tournier, un homme qui avait tout et qui avait tout gâché. Il s'était cru invincible. M. Pendelion avait dit, il pensait que personne ne regardait. Émilie se leva et marcha jusqu'à la gigantesque baie vitrée. La ville scintillait en dessous comme une mer de lumière. Elle posa sa main sur le verre froid, pensant à la petite boîte en bois de son grand-père, celle où il gardait ses médailles. Elle ne valait rien, et elle valait tout. L'intégrité, c'est ce que tu fais quand personne ne te regarde. Elle resta ainsi longtemps, observant le ciel qui passait du noir à un gris doux, presque porteur d'espoir. Le coup frappé à la porte retentit à 7 heures précises. Monsieur Pendelion entra vêtu d'un costume gris parfaitement taillé. Il avait l'air de n'avoir pas dormi. Le commandant Grievous le suivait tenant un ordinateur portable fin sous le bras.
Bonjour, dit Pendélion calmement. Grévès le rapport. Tournier est coincé, répondit Grévès la voix sèche. Il est toujours en ville. Nous avons gelé ses comptes. Il se trouve dans l'ancien quartier financier cherchant un moyen de fuir. Il a 1 million d'euros en liquide. Il doit les blanchir, dit Pendélion. Acheter sa sortie. Exactement, monsieur. Il a contacté un marchand de pièces rares. Silas vint. Tournier essaie d'acheter sa collection de doublons d'or du XVIIe siècle. Le prix est d'1 million. Il marche droit dans le piège. La rencontre est fixée à 10 heures. Parfait, acquiesça Pendélion. Nous serons là. Une complication, ajouta Grévès. Tournier est paranoïaque. Il connaît mon visage et celui de tous mes hommes. S'il en reconnaît un seul, il s'enfuira avec l'argent et disparaîtra. Pendélion resta silencieux un moment. Son regard passa de Grévès à Émilie. « Il connaît vos visages, commandant, mais pas le sien. » Claire s'interposa aussitôt. « Non, monsieur. Monsieur Pendélion, c'est une enfant. Vous ne pouvez pas la mettre dans la même pièce que ce criminel. » « Madame Vance, je vous donne ma parole, » répondit-il fermement. « Elle ne courra aucun danger. Elle sera avec moi dans un bureau blindé, derrière une vitre sans teint. Il ne la verra jamais. »« Alors pourquoi, » cria Claire, en serrant Émilie contre elle. « Pourquoi doit-elle être là? »« Parce que Tournier est un serpent, » dit Pendélion d'un ton tranchant. « Il m'a trahi pendant 20 ans. Et si l'argent qu'il apporte n'était pas le mien, et si c'était encore des faux, il pourrait vouloir tromper 20, obtenir l'or et garder le cash. Je ne peux pas prendre ce risque. » Il s'agenouilla comme il l'avait fait dans les coulisses. « J'ai besoin de tes yeux, Émilie. Tu es la seule à avoir vu la vérité, la seule à pouvoir reconnaître le mensonge. Quand il ouvrira sa mallette, je veux que tu me dises, est-ce mon argent ou une autre liasse de travers dans une boîte de mensonges? » Émilie regarda le visage effrayé de sa mère, puis celui de M. Pendélion, qui lui confiait tout. Elle pensa à son grand-père. « Courage, monsieur. Quand tes genoux tremblent, je le ferai, » dit-elle simplement. La boutique de pièces de monnaie de Silas vint était un petit endroit sombre qui sentait le métal ancien et la poussière. Émilie, sa mère, et M. Pendélion se trouvaient dans le minuscule bureau à l'arrière. Sur le mur, une vitre carrée opaque. Pendélion appuya sur un interrupteur, elle s'illumina. C'était une vitre sans teint donnant sur la boutique. « Il ne nous verra pas, » chuchota Pendélion. « Le commandant Grévès et ses hommes sont dans la ruelle et en face. Il ne peut pas s'échapper. » Le cœur d'Émilie battait comme un tambour. Elle tenait la main de sa mère. La clochette de la porte d'entrée tinta. Un homme entra vêtu d'une casquette sombre et de lunettes de soleil, une mallette argentée à la main. C'était Tournier. Il paraissait livide, nerveux, le regard fuyant. « Vin », souffla-t-il d'une voix rauque. « Monsieur T », répondit le propriétaire de la boutique. « Le paiement. »« Montrez-moi l'or d'abord, » répliqua Tournier sèchement. Même Vin sortit un plateau lourd, chargé de pièces d'or ternes. Tournier en examina une, hocha la tête, puis posa sa mallette argentée sur le comptoir de verre. Clic, clac. Il l'ouvre, murmura Pendélion. Tournier souleva le couvercle. La mallette était remplie de billets de 100 euros, empilés en liasses parfaites. « Émilie, » dit Pendélion d'une voix urgente, « maintenant, est-ce le vrai argent? » Émilie colla son visage contre la vitre. La lumière était faible. Les liasses paraissaient impeccables. « Je crois que oui, » chuchota-t-elle. « Ça semble vrai. »« Tu crois? » ?»« Attendez, » dit Émilie brusquement. « Attendez. » Tournier soulevait une liasse pour la tendre à Vin. Et là, Émilie le vit. « Les bandes ?» murmura-t-elle. « Quoi ?»
demanda Pendélion. Les bandes de papier, dit Émilie, la voix tremblante mais sûre. Elles sont d'un blanc éclatant. Le front de Pendélion se plissa. Et des bandes blanches. Oui, dit Émilie en reconstituant tout dans sa tête. L'argent faux dans la boîte. Les bandes étaient d'un blanc parfait pour paraître neuves. Mais sur les vrais paquets de banque, elles sont jaunâtres beige clair, jamais blanc papier d'imprimante. Les yeux de Pendélion s'écarquillèrent. Il comprit. Il arracha son oreillette. Grévès, il n'utilise pas le vrai argent. Ce sont encore des faux. Il essayait d'acheter l'or pour rien. Bougez, prenez-le. La porte de la boutique vola en éclats. Police! Ne bougez plus, hurla le commandant Grévès en entrant avec 2 hommes. Tournier poussa un cri de panique absolue. Il claqua la mallette et courut vers la porte arrière, mais un agent l'y attendait déjà. Piégé, il s'arrêta net, le visage déformé par la terreur. Et puis, il la vit la vitre sans teint. Il la fixa. Il ne pouvait pas les voir, mais il savait. Il savait qu'on l'avait observé. Ses yeux pleins de haine semblaient se planter droit dans ceux d'Émilie. En une seconde, il comprit qu'il n'avait pas été vaincu par le milliardaire. Il avait été vaincu par la fille de la femme de chambre. Il lâcha la mallette. Les faux billets s'éparpillèrent sur le sol poussiéreux. Cet après-midi-là, dans le silence du penthouse, M. Pendélion était au téléphone. « Oui, docteur Bishop, » disait-il calmement. « Le virement de 2 millions est confirmé. » Il écouta un instant, puis reprit « Oui, vous êtes la bienvenue. Et j'aimerais aussi financer une nouvelle aile, une unité de cardiologie pédiatrique. Et j'ai le nom, l'aile du sergent Michael Iron Mike Vance pour les soins des enfants. » Sur le canapé, Claire porta les mains à sa bouche. Les larmes coulaient sur son visage. Émilie, debout à ses côtés, passa un bras autour d'elle. Pendélion raccrocha et se tourna vers elle. « Tournier était un voleur depuis 10 ans, dit-il d'une voix basse. Il dérobait de petites sommes, remplaçant le vrai argent par des faux. Il se croyait plus malin que tout le monde. Il pensait que personne ne vérifierait jamais. Il est devenu cupide. » Il s'approcha d'Émilie. Il pensait que personne ne regardait Émilie. Il avait oublié les petites gens. Ceux qui font le travail, ceux qui plient les serviettes, ceux qui touchent de l'argent. Il regarda Claire, puis de nouveau sa fille. « Ton grand-père avait raison. L'intégrité, c'est ce que tu fais quand personne ne te regarde. » Mais parfois, Émilie, quelqu'un regarde. Quelqu'un avec des yeux honnêtes. Il lui adressa un vrai sourire rare et sincère. « Ta nouvelle vie commence maintenant. Le travail de ta mère débute demain, ton école lundi. »« Cette suite, c'est chez nous, monsieur, » dit Claire en se levant, essuyant ses larmes. « Je n'ai pas de mots. »« Merci. »« Ne me remerciez pas, Madame Vance, » répondit Pendélion. « Faites simplement votre travail avec la même intégrité que votre fille m'a montré. C'est tout ce que je demande. » Il hocha la tête vers elle, puis sortit les laissant seuls dans leur nouveau foyer étincelant. Émilie et Claire se tinrent côte à côte devant la grande fenêtre regardant la ville en contrebas. C'était la même ville, mais tout avait changé. Émilie pensa à l'argent, aux faux, aux vrais. Il avait semé tant de peur, mais au fond, ce n'était que du papier. Le mensonge avait été révélé. La vérité dite. Et dans ce silence paisible, elle comprit ce n'était pas l'argent qui comptait. C'étaient les gens qui savaient nous faire la différence. Et voilà où s'achève notre histoire pour aujourd'hui. Quand je partage une histoire, j'espère toujours qu'elle vous offre un moment d'évasion, une respiration hors du quotidien. Dites-moi où étiez-vous pendant votre écoute. En rentrant du travail tard dans la nuit ou simplement en train de vous détendre. Laissez un petit mot en commentaire
Je les lis tous. Et si vous voulez qu'on se retrouve pour la prochaine histoire, un j'aime et un abonnement font toute la différence. Merci d'avoir passé ce moment avec nous.